Bonjour à tous. Alors ce cours s'adresse aux étudiants de licence mais aussi aux étudiants de master. On va faire en sorte que ce cours vous soit utile pour comprendre la situation contemporaine. Donc on va aborder, actuellement nous vivons la pandémie du coronavirus et j'aimerais qu'on aborde dans le cadre de cette séance la pandémie, l'une des pandémies les plus meurtrières que nous avons connues au cours de l'histoire et notamment l'histoire récente puisqu'elle remonte à peine 100 ans. C'est la pandémie de la grippe espagnole, qui fut l'une des plus mortelles que nous ayons connues. Donc on va revenir sur cette pandémie pour comprendre la situation actuelle. Donc pour pouvoir traiter ce sujet, nous allons nous référer à deux principaux auteurs. Donc le premier auteur est Michel Morange qui a publié un article en 1973 sur la grippe espagnole. Et puis le deuxième auteur est Sven-Erik Mamlund qui a publié un article en 2004 sur ce sujet. Donc, nous ferons la synthèse des arguments avancés par ces auteurs pour comprendre la situation contemporaine. Donc, la première chose que j'aimerais soulever, c'est dans un premier temps d'expliquer que les pandémies et les épidémies ont toujours existé à travers l'histoire de l'humanité. C'est un phénomène tout à fait habituel. Et comment je pourrais dire, c'est un phénomène naturel que l'on va retrouver à travers l'histoire de l'humanité. Donc, elle frappe souvent brutalement des civilisations qui sont à leur apogée, le plus souvent à leur apogée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le terme de civilisation à leur apogée? C'est quand les civilisations sont dans des échanges de biens matériels et culturels avec d'autres civilisations. Donc, c'est à ce moment précis que surviennent les pandémies et les épidémies. Donc, deux aspects aussi qui nous paraissent importants de souligner à travers l'histoire, c'est que les pandémies, tout comme les épidémies, surgissent subitement, mais elles peuvent disparaître subitement, comme elles peuvent perdurer dans le temps. Nous avons le cas par exemple de l'épidémie de peste qui a duré pendant des siècles. Donc on a bien conscience que certains peuvent durer extrêmement longtemps dans la durée. Donc maintenant, un des points essentiels qu'on doit traiter, c'est comment expliquer la formation ou la naissance d'une pandémie ou d'une épidémie. La première chose sur laquelle nous devons nous attarder, c'est sur la formation d'un agent pathogène. Quand il y a épidémie ou pandémie, c'est qu'il y a un agent pathogène qui, de par sa nature et la façon dont il se développe, va donner naissance à une maladie ou des maladies, et des maladies qui seront relativement toxiques, qui vont amener à la naissance d'une maladie infectieuse et contagieuse qui va se propager extrêmement rapidement au sein d'une population. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir les caractéristiques de la propagation de cette pandémie ou de cette épidémie pour pouvoir endiguer, stopper la propagation du virus. Alors pour cela, les solutions qui sont proposées, donc on constate que même pour le cas de la grippe espagnole de 1918, c'est que ce sont des solutions qui sont très proches de celles en usage aujourd'hui. On voit par exemple, je vais voir s'il est possible d'insérer des photos, mais on voit déjà qu'à l'époque, on avait conseillé les populations de porter des masques lorsqu'ils étaient amenés à sortir à l'extérieur pour se protéger du virus. Donc on voit des photos d'époque où les populations portaient un masque. Et puis on a aussi le personnel soignant qui, eux aussi, ont été amenés à porter des masques. On a aussi eu l'usage des solutions hydroalcooliques pour se désinfecter les mains. Et l'une des solutions aussi qui a été mise en place et qui est toujours d'actualité aujourd'hui, c'est la mise en quarantaine. Donc déjà en 1918, on proposait déjà cette solution de mettre en quarantaine les populations qui étaient atteintes de cette maladie. Donc ça, c'est des aspects qui n'ont pas changé à travers le temps. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment une épidémie ou une pandémie se développe. Alors, certains chercheurs vont avancer l'idée qu'il y a une transformation, que c'est dû à une transformation dans les modes de vie qui serait liée au progrès des civilisations qui aurait facilité l'émergence de nouveaux agents pathogènes. Donc, donc ça serait cette notion de progrès dans les modes de vie des civilisations qui aurait donné naissance à la mutation ou la naissance d'un agent pathogène. Alors, dans la communauté des chercheurs, il va y avoir deux camps qui vont se former. Certains qui vont plutôt accorder beaucoup plus d'importance
sur les variations du microbe qui ont pu donner un pouvoir pathogène exceptionnel et qui donnerait naissance à un virus, donc à une pandémie ou une épidémie. Et puis certains autres chercheurs, d'un autre côté, d'autres chercheurs vont plutôt s'attarder sur la modification de l'environnement et des comportements humains qui serait à l'origine d'une épidémie, qui donnerait naissance à un agent pathogène. Donc là, on est plutôt dans la modification de l'environnement et des comportements humains. Donc du coup, nous avons deux axes. Ceux qui prônent, qui s'intéressent davantage aux organismes pathogènes, et puis d'un côté, ceux qui s'attarderaient davantage sur l'environnement. Donc on garde à l'esprit agents pathogènes, organismes pathogènes et environnement. Donc certains vont aussi concevoir, émettre l'hypothèse que des changements dans les modes d'habitude alimentaire et les comportements humains vont donner naissance à une épidémie ou une pandémie. On a un exemple très simple, par exemple, dans le cadre des animaux, on a eu le cas de la vache folle. Il me semble que c'était en 1997, où on donnait la farine animale à ces vaches qui sont herbivores. Donc on a modifié les habitudes alimentaires des vaches qui aboutira finalement à la naissance d'un virus, donc de cette maladie appelée la vache folle. Donc ça c'est un élément, donc modification des habitudes alimentaires. Maintenant, si on regarde à travers l'histoire, notamment celle du XXe siècle, la question des pandémies, on va constater qu'il y a eu 3 grandes pandémies au cours du XXe siècle. La première pandémie est celle qui a tué le plus de personnes, c'est la grippe espagnole. C'est pour ça qu'on va s'attarder sur celle-ci. La deuxième, donc la grippe espagnole qui a duré au cours de l'année 1918-1919. Puis la deuxième, c'est la grippe asiatique qui a commencé en 1956 et qui s'est terminée en 1958. Puis la troisième pandémie, c'est la grippe de Hong Kong qui a débuté en 1968. Donc voici les 3 grandes pandémies que nous avons connues au cours du XXe siècle. Maintenant, ce qui peut nous sembler important, c'est d'identifier donc comment ces pandémies ont pu émerger, et certains auteurs vont insister sur le fait qu'il faut absolument prendre en compte les réseaux qui lient entre les humains, mais aussi les humains et les animaux, les réseaux de communication transcontinentaux à l'intérieur des villes et les réseaux de sociabilité pour comprendre la formation de ces épidémies ou de ces pandémies, comment émergent ces pandémies ou ces épidémies. Donc là, en l'occurrence, pour revenir à notre cas de la grippe espagnole, donc la pandémie de 1918-1919. Donc nous avons un auteur qui va notamment s'attarder sur ce sujet, donc Sven-Erik Mamlund, va nous expliquer que la grippe espagnole va émerger dans un contexte, le contexte de la Première Guerre mondiale. Donc nous sommes à la fin de la Première Guerre mondiale et les populations sont épuisées par les privations, mais aussi par le contexte de la guerre, et que c'est ce contexte, ce terreau, qui va être à l'origine ou qui va favoriser une plus grande mortalité ou qui va donner de la force à cette pandémie. Donc on va constater qu'il va y avoir plus de victimes chez les civils que chez les militaires. Donc la Première Guerre mondiale aura tué moins de militaires que la grippe espagnole. La grippe espagnole a tué davantage de personnes que la Première Guerre mondiale. Et on va avoir des informations sur ces aspects-là. Elle va provoquer 5 à 10 fois plus de décès que la guerre, donc la grippe espagnole. Donc, je tiens quand même à préciser une chose, la grippe espagnole n'a pas émergé en Espagne. Donc, on pourrait croire parce qu'elle est intitulée grippe espagnole, mais certains chercheurs ont pu démontrer que l'émergence de cette grippe aurait débuté aux États-Unis, puis ensuite se serait propagée à l'ensemble de la planète. Et donc, le nom de grippe espagnole vient tout simplement du fait que l'Espagne est le tout premier pays à avoir identifié cette maladie et à avoir expliqué les symptômes de cette maladie et
la force, la virulence de cette épidémie ou de cette pandémie plutôt. Donc ce sont eux qui vont être les crieurs d'alerte et c'est pour cette raison qu'on va appeler cette grippe la grippe espagnole. Elle va toucher un quart, donc cette grippe espagnole va toucher un quart de la population mondiale, soit environ 500 millions de personnes. Et sur ces 500 millions de personnes, il y aura entre 50 et 100 millions de personnes qui vont décéder. Alors, pour revenir au contexte de cette grippe, elle va sévir en 3 vagues. La première vague va débuter entre mars et avril. Donc, au cours de cette première vague, elle va être faiblement contagieuse. Il va y avoir peu de personnes qui vont être tuées par qui vont mourir de cette maladie, très peu de personnes. Là, lors de la deuxième vague qui va débuter en juillet et se terminer en septembre, là, il va y avoir par contre de nombreuses personnes qui vont tomber malades de la grippe espagnole, mais il va y avoir peu de décès. Et puis, on va avoir la troisième vague qui va débuter en automne, au mois d'octobre, et c'est celle-ci qui va être extrêmement meurtrière. Donc, on estime au total pour les 3 vagues qu'il va y avoir entre 50 millions, comme j'ai pu le dire, et 100 millions de personnes qui vont décéder. Donc, ce sont des estimations. Donc, le nombre de personnes décédées correspond à 5 voire 10 fois plus de morts que la Première Guerre mondiale en elle-même. Donc, la grippe espagnole tue plus de personnes que la guerre. Donc ça, c'est quand même important de le préciser. Alors, quelles sont ces personnes qui ont été victimes de la grippe espagnole? Alors, ce qui peut paraître surprenant, c'est que les personnes qui sont décédées de cette maladie, ce sont principalement les jeunes, les populations âgées entre 20 et 40 ans qui vont succomber à la grippe espagnole. Alors, quels sont les symptômes? Alors, les symptômes sont associés à une complication de la grippe qui va donner lieu à une pneumonie. Et cette pneumonie, c'est cette pneumonie qui va donner lieu à des décès. Donc, qui va être la cause des décès. Donc, pour ce qui concerne les chiffres, on a un taux de mortalité qui varie entre 3,3 et 7,3 décès pour 1000 personnes, sur 1000 personnes. Donc, on a un taux de mortalité qui est extrêmement élevé et qui nous permet de prendre en considération ou de prendre la teneur de la gravité de cette pandémie. Alors, pourquoi je souhaitais aborder ce sujet? Tout simplement parce que cette pandémie, en fin de compte, n'a pas été meurtrière lors de la première vague. Et c'est ce qui permet de comprendre finalement pourquoi les gouvernements ont décidé des confinements, ont conseillé les populations de rester confinées le plus longtemps possible. Parce qu'ils ont conscience que dans le cadre de pandémie, ce n'est pas forcément la première vague qui est la plus meurtrière et le fait que d'autres vagues puissent survenir par la suite et avoir des conséquences beaucoup plus nuisibles auprès des populations incite les autorités à maintenir des populations dans des conditions une mise en quarantaine un peu plus prolongée pour les protéger contre cette pandémie. Donc voilà, j'espère avoir été claire dans le cadre de cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et nous continuerons la suite du cours. Donc je vous dis à très vite.